Bonjour à tous, bienvenue sur RTI 1, bienvenue dans le 13h. 10 mars 2021, 10 mars 2023, voilà 2 ans qu'Ahmed Bakayoko nous a quittés. En sa mémoire, il a été organisé cette semaine une cérémonie de prière et de bénédiction à la grande mosquée de la Riviera Golf. Le président Alassane Ouattara y était représenté par le Premier ministre Patrick Achi, était également présent sa famille et de nombreux membres du gouvernement. Identifier les problématiques rencontrées par les acteurs pour une mise en œuvre accélérée des solutions nécessaires à la compétitivité des corridors de Côte d'Ivoire. Voilà les enjeux de la formation initiée en direction des opérateurs de la chaîne logistique portuaire des transports pour vaincre la congestion habituelle du trafic sur les voies d'accès à la plateforme du port d'Abidjan. Au Mali, le référendum constitutionnel prévu le 19 mars prochain est reporté. On ne sait pas quand se tiendra le scrutin, mais le gouvernement assure que la date de la fin de la transition fixée à février 2024 sera respectée et affirme qu'il est nécessaire de mettre à jour la nouvelle carte administrative du pays avant l'organisation du scrutin. Le 10 mars 2021, un voile sombre recouvrait la Côte d'Ivoire. La nouvelle est tombée comme un coup près. C'était l'annonce de la disparition d'Ahmed Bakayoko. Hier, 10 mars 2023, cela faisait 2 ans que nous a quitté l'étoile d'État. La Côte d'Ivoire se souvient de l'ancien Premier ministre et le pays lui rend hommage à travers prières et bénédictions. La grande mosquée de la Riviera Golf a servi de cadre pour cette cérémonie de haute spiritualité et Patrick Achi y représentait le chef de l'État. Énième lecture du Saint-Coran sur l'esplanade de la grande mosquée de la Riviera Golf. Énième séance de prière en hommage à un défunt à cette même place. Cette fois, l'ex-premier ministre Feu Ahmed Bakayoko est le concerné. Voici 2 ans jour pour jour qu'il n'est plus. Au nom du chef de l'État, le Premier ministre Patrick Achi est venu soutenir la famille Bakayoko en ce jour de commémoration. À ses côtés, des présidents d'institutions, plusieurs membres du gouvernement et du corps diplomatique. Moyen d'intercession choisi pour plaider la miséricorde divine en faveur du disparu, la lecture intégrale du livre saint de l'islam à 3 reprises. Ce qu'on nous demande pour nos défunts, c'est de faire des actions avec l'intention que cela soit bénéfique pour eux dans leur vie tombale. Tel que vous lui faites des cadeaux, vous lui faites plaisir de son vivant, autant après sa mort, vous pouvez le faire à travers des actions de sacrifice. Moment de recueillement, mais aussi de témoignage, car le souvenir de l'homme d'État reste encore présent dans les esprits. Au-delà des nombreuses qualités que tous ici lui reconnaissaient, il me reste en mémoire 4 principales que sont la rigueur et l'amour du travail bien fait, la loyauté, la générosité, la spiritualité. Chaque fois que j'avais des difficultés à rencontrer Ahmed, quel que soit le moment, j'étais sûr de trouver les mots apaisants. Ahmed, c'est pour chacun de ses amis, ceux de sa génération et les plus jeunes, le recours, celui vers qui on partait et qui généreusement assistait bien de gens. Depuis le décès, le gouvernement n'a cessé de manifester sa compassion à l'égard de la famille, preuve que l'État n'oublie pas ce grand commis qui était Feu Ahmed Bakayoko. Je voudrais réitérer nos remerciements et nos reconnaissances et gratitude à toutes celles et à tous ceux qui n'ont cessé de nous apporter leur soutien moral, matériel et spirituel tout au long de ces années difficiles et douloureuses. Nous voudrons remercier plus particulièrement Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, pour sa disponibilité, sa bienveillance et sa constante sollicitude à l'égard des grandes familles Bakayoko et Tando. Aux imams, il a été demandé d'accentuer les prières pour l'agrément de l'âme du défunt.
La vie d'Ahmed Bakayoko nous rappelle que nous aussi, nous pouvons rendre notre vie sublime et laisser derrière nous, après la mort, de belles empreintes sur le sable du temps. Et ceux-là sont bien sur la voie. Ils étaient au nombre de 40, ces lauréats qui ont vu leur projet de recherche financé par le FONSTI, le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation. 8 d'entre eux viennent de présenter les résultats de leurs études, des sujets qui pourront améliorer à coup sûr les conditions de vie des populations. Frédéric Oulaye, Mahama Traoré, Michel Kwame. Ils sont au nombre de 8 lauréats, dont 7 hommes et une femme, à se prêter à cet exercice de présentation de leurs résultats de recherche scientifique. Environnement, santé, agriculture, technologie, eau potable, autant de secteurs explorés et de solutions proposées pour améliorer les conditions de vie des populations ainsi que la politique de gouvernance. Le projet, c'était juste pour évaluer le portage du virus que représente cette pandémie sur le personnel de santé. Quant à la disposition de tout ce que nous avons comme facteur de défense envers ce virus, qui peut aussi être suscité par le vaccin. Depuis sa création en 2020, le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation FONSTI a financé 40 projets de recherche scientifique. Avec un capital de 10 milliards de francs CFA, le FONSTI se veut une force de proposition de solutions aux problèmes de développement. Nous voulons que la science, n'est-ce pas, puisse s'attaquer aux problèmes réels de nos communautés. Donc les projets que nous avons présentés ont donné des résultats, dont l'exploitation peut être bénéfique au développement de la Côte d'Ivoire. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier le président de la République, le Premier ministre et le ministre de l'Enseignement supérieur pour l'appui qu'il nous a apporté. Mais nous demandons davantage. Développer une recherche scientifique pertinente, une vision du chef de l'État traduite en actes par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique via le FONSTI. Adama Diawara marque sa fierté pour les résultats des travaux présentés. Ce sont vraiment des projets de recherche dont les résultats sont de nature à améliorer sensiblement la vie de nos compatriotes et également à accélérer au niveau du secteur privé la production de richesses. Nous sommes en train de travailler à faire en sorte que nos secteurs privés puissent contribuer énormément au financement de la recherche, à côté de ce que l'État lui-même fait avec des instruments tels que le FONSTI, qui est un mécanisme de financement pérenne de la recherche scientifique. Objectif majeur pour Adama Diawara, faire grimper l'enveloppe budgétaire de financement des projets de recherche scientifique à 1% du PIB, produit intérieur brut. Abidjan a des routes, Abidjan connaît du trafic et les nombreux bouchons et autres ralentissements obstruent les voies d'accès à la plateforme du port d'Abidjan. Il faut y remédier, d'où cette formation initiée à l'endroit des opérateurs de la chaîne logistique portuaire, des transports et du transit routier. Et cela pour identifier les problématiques rencontrées par les acteurs et améliorer la compétitivité des corridors de Côte d'Ivoire. Les détails avec Lanciné Bakayoko. Trop de goulots d'étranglement dans la gestion du flux de camions dans nos zones portuaires. La principale cause de cette situation qui porte atteinte à la compétitivité du port est l'insuffisance d'espace de stationnement pour les camions en attente des opérations de transbordement et parfois en attente de prendre la route pour l'Interland. Dans un monde de compétition tous azimuts, il devient urgent de réagir. Cela devrait passer par la simplification, l'harmonisation et la digitalisation des procédures administratives aux ports et aux frontières. Ces solutions sont d'autant urgentes qu'à ce jour, la gare de fret est le site d'accueil de ces camions en errance, un parking qui suffit à peine à contenir 150 camions. Conséquence, les poids lourds s'alignent aux abords des voies, réduisant la voie de circulation et créant une lenteur préjudiciable aux chargeurs. Face à cela, nous nous sommes proposés de réunir les acteurs de la plateforme portuaire pour qu'ensemble on puisse analyser, bien entendu, les différentes politiques d'exploitation, les infrastructures et voir comment ensemble améliorer le corridor de transit ivoirien. Le gouvernement a pris la mesure des enjeux, lui qui a déjà investi plus de 1500 milliards de francs CFA dans la réalisation d'un important programme de développement des infrastructures. Ce programme a permis de doter la plateforme portuaire d'Abidjan d'infrastructures modernes, de l'aligner sur les standards internationaux du transport maritime et de le positionner durablement comme un hub port sur la façade atlantique de l'Afrique.
Avec un trafic global de 28 millions de tonnes réalisé en 2022, le port d'Abidjan a observé une croissance de 4,7 points sur le segment transit, renforçant ainsi la position des débouchés naturels des pays sans littoral. Et dans le secteur de l'électricité, la Côte d'Ivoire fait un bond en avant. Le pays est en voie d'augmenter sa puissance en fourniture d'électricité grâce au deuxième barrage de Soubré et l'aménagement hydroélectrique de Gribo-Popoli qui verra avant fin 2023 la mise en service de la première tranche. L'information a été donnée cette semaine par le premier responsable de Côte d'Ivoire Énergie. C'était lors d'une visite de chantier à Soubré. Visite dont Sam Conan nous fait le point. Aménagement hydroélectrique de Gribo-Popoli dans le département de Soubré. Étape de dérivation. Des machines ouvrant le passage aménagé de l'eau. En présence du directeur général de Côte d'Ivoire Énergie qui effectue une visite de chantier en compagnie des autorités de Soubré. Nous sommes à une étape charnière donc, de ce projet avec la dérivation qui vient d'être faite avec succès. Il s'agit de permettre à l'eau de passer là où nous souhaitons. Et donc il s'agit de passer cette première étape et nous allons faire passer l'eau dans une autre rive et pouvoir réaliser les infrastructures qui sont nécessaires à réaliser là où on ne permet plus à l'eau de passer. Débuté en 2018 pour s'achever en 2024, les travaux de construction de l'aménagement hydroélectrique de Gribo-Popoli sur le fleuve Sassandra, situé à 15 km en aval de celui de Soubré, avancent bien. Le complexe usine de production d'énergie, prise d'eau et l'évacuateur de crues sortent progressivement du terre. Selon le directeur général de Côte d'Ivoire Énergie, maître d'ouvrage, les délais seront respectés. Nous sommes très heureux de constater que les travaux évoluent très bien, conformément au planning, qui prévoit donc la mise en service de la première tranche en fin d'année, est quasiment certain aujourd'hui. Actuellement, nous sommes à un taux d'exécution d'à peu près 61%. Très bientôt, nous aurons 112 MW en plus donc dans le parc de production. L'aménagement hydroélectrique de Gribo-Popoli, d'un coût de 247,283 milliards de francs CFA, après la première tranche, suivront les deux autres, pour permettre la livraison en juin 2024. Tout de suite, les infos coronavirus. La Côte d'Ivoire compte à ce jour 88 268 malades de Covid avec 834 décès. Hier, ils étaient meurtris et surtout chanceux de sortir vivants des décombres de leur immeuble effondré. Aujourd'hui, ils s'érigent en défenseurs de la société pour que plus jamais des immeubles ne s'affaissent en Côte d'Ivoire. Cette semaine, la Fondation Marie-Esther qu'ils ont mise en place a sensibilisé les populations de Cocody sur les dangers réels de construction anarchique. C'était au micro d'Evelyne Yeboué et Sephora Zeki. La Fondation Marie-Esther Oula voit le jour à Cocody. Les fondateurs ne sont autres que les survivants de l'effondrement en mars 2022 d'un immeuble de type R+4 à Cocody-Angré, quartier CNPS. Cette coalition se donne pour mission de sensibiliser les populations sur les dangers liés aux constructions anarchiques. La fondation qui porte le nom de la défunte Marie-Esther, elle avait 14 ans, elle était élève, pleine d'avenir. Il y a des maisons que les gens construisent comme ils veulent, les tâcheront au lieu de prendre les architectes ou bien des gens de qualité pour pouvoir bâtir. Et donc, il faut sensibiliser la population afin d'obéir aux règles de la construction pour la sécurité de la population. Aujourd'hui, nous avons essayé de les orienter et lorsque nous avons été sollicités dans leur quête de justice surtout. Donc elles ont des besoins, elles ont de nombreux besoins. C'est à nous maintenant de récolter ces besoins et les transmettre avec eux ensemble aux autorités afin que des actions soient menées à leur faveur. La Fondation Marie-Esther Oula n'est pas seule dans ce combat. Elle a le soutien de l'Association des ambassadeurs libres ensemble de la francophonie. Leur credo, dénoncer les constructions des bâtiments qui ne respectent pas les normes d'urbanisme. Il faut suivre ces recommandations du ministère de la Construction, des recommandations de l'État.
Et s'ils arrivent à le faire, ce sera déjà une bonne chose. Il faut qu'ils se fassent assister. Il ne faudrait pas que l'argent soit la priorité. La vie humaine passe avant toute chose. Cette fondation enregistre une 50aine de membres. Elle compte davantage s'impliquer dans la lutte contre les effondrements d'immeubles pour le bien-être des populations. À présent, allons-y à New York, aux États-Unis, au siège des Nations Unies, où l'autonomisation des femmes et des filles était au cœur de la 67e session de la Commission de la condition de la femme. C'est la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant qui conduit la délégation ivoirienne à cette session qui traite de l'innovation, du changement technologique et de l'éducation à l'ère numérique pour parvenir à l'égalité des sexes. Mamadou Kwasi est notre envoyé spécial sur place. C'est parti pour 2 semaines de discussions générales, de panels, de rencontres bilatérales et de déclarations pour l'amélioration de la condition de la femme et surtout pour l'égalité du genre. Cette 67e session de la Commission de la condition de la femme vient mettre en lumière un secteur inoccupé par les femmes. Il s'agit bien du numérique. Bien qu'elle constitue la moitié de la population mondiale, 37% des femmes n'ont jamais utilisé Internet. Un écart technologique en leur défaveur que le secrétaire général des Nations Unies souhaite apporter une solution urgente pour l'égalité du sexe, avec un accent particulier mis sur la technologie et les innovations pour accompagner l'autonomisation des femmes. Et je clame haut et fort, l'ONU se tient aux côtés des femmes et des filles du monde entier. Les femmes et les filles ont des droits humains fondamentaux et nous ne renoncerons jamais à lutter pour ces droits. L'égalité des genres et l'investissement dans les filles et les femmes sont au cœur de notre action humanitaire et de développement. Un engagement qui réjouit l'ensemble des participants, dont la ministre Nassine Touré conduisant la délégation ivoirienne. Elle rappelle que les femmes et les filles de Côte d'Ivoire sont au cœur d'une politique de développement technologique mise en place par le président de la République Alassane Ouattara et par son gouvernement. Au nombre de celles-ci figurent l'adoption et la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement du numérique à l'horizon 2025 pour un investissement de 3,25 milliards de dollars avec 32 réformes et 96 projets sur la période de 2021 à 2025. Cette stratégie représente une grande opportunité pour les femmes et les filles en Côte d'Ivoire dans la mesure où elle adresse plusieurs questions à l'origine de leur retard sur le plan de l'innovation technologique et du numérique. Ces initiatives s'étendent aussi à l'acquisition des compétences, illustrées notamment par les écoles de la seconde chance, les instituts de formation et d'éducation féminine et le projet d'alphabétisation fonctionnelle dédié aux femmes commerçantes dans les marchés. La 67e session de la Commission de la condition de la femme examinera l'impact de l'innovation sur le genre et formulera des recommandations pour une évolution numérique plus inclusive et équitable. De retour en Côte d'Ivoire, on va évoquer la journée internationale des droits de la femme. Direction Gbemou, un village de Boundiali où les femmes rurales ont formulé le 8 mars dernier des doléances à leur parrain, le ministre Bruno Nabagné-Koné, qui à son tour les a encouragés à l'entraide en vue de l'atteinte de leurs objectifs. Charles Tatou, RTI Boaké. Gbemou, localité de Boundiali, région de la Bagoué. Ici, les céréales et les maraîchers constituent les principales sources de revenus des femmes rurales. Pour la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, elles n'ont pas voulu se faire compter l'organisation des cérémonies de cette fête qui est également une occasion d'échange sur les droits de la femme. Le ministre nous a toujours soutenus, il a toujours été là à nos côtés, il a toujours été présent chaque fois que nous l'avons sollicité et nous savons qu'il ne nous laissera pas tomber. On fait la force, il faut qu'on se mette ensemble, il faut qu'on arrête les petites querelles entre nous, c'est des choses qui finissent pas, mais il faut qu'on sache à quel moment il faut s'arrêter. Les braves paysannes de Gbemou ont à cette occasion formulé des doléances en vue de la bonne marche de leurs différents groupements associatifs. Parrain de la célébration, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, cadre de la Bagoué. Bruno Nabagné-Koné encourage et félicite les femmes de Gbemou pour leur esprit coopératif. Félicitations parce que ce que vous êtes en train de faire ici, c'est ce que nous souhaitons dans toute la Bagoué. Dans toute la Bagoué. Et
C'est ce sur quoi d'ailleurs nous travaillons depuis 2010-2011, depuis que nous sommes dans ces fonctions. Notre travail, c'est d'une part de faire en sorte que tous les cadres contribuent au développement local à travers les mutuelles. Et notre travail, c'est de faire partout en sorte que les femmes se regroupent pour être plus fortes. Les groupements des femmes de Bémont ont reçu un tricycle pour l'écoulement de leur production, dont du ministre Bruno Nabagné-Koné. Et les femmes, il y en a très peu dans le secteur des TIC. Une étude réalisée récemment par la RTCI évoque qu'elles sont seulement 38%, et dans bien des cas, beaucoup moins. Mais on note que celles qui sont dans le numérique le font bien. Elles y excellent véritablement et en tirent énormément de profit pour être aujourd'hui des références en la matière. Sephora Zegui en a rencontré quelques-unes très célèbres. Vous allez le voir, c'est des noms bien connus, des visages très connus. Et aujourd'hui, les TIC jouent un rôle majeur dans leur vie. Rencontre inédite avec des stars féminines du numérique. C'était dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme. Sephora Zegui, c'est à vous. Si la tendance est à la hausse, la parité dans le domaine des TIC n'est pas encore atteinte. Dans sa dernière enquête réalisée à Abidjan, la RTCI indique que les femmes ne représentent que 38% des travailleurs du secteur du numérique. Parmi elles, Alice Nyakpa, Beni Bintou Sissé, Karinaka Oulaté et Makani Touré. Des jeunes femmes qui, de par leur maîtrise des nouvelles technologies, sont parvenues à faire fleurir leur business. Cocody de Plateau Mobile, il est 18h. Au premier étage de ce bâtiment se déroulent des cours intensifs d'anglais. Bini Sissé en est l'initiatrice. Titulaire d'un master en linguistique appliquée obtenu à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, Bini est la fondatrice de ce cabinet de langue ouvert en 2018 à partir des réseaux sociaux. C'est quite costly, c'est cher, mais vous le faites gratuitement, vous faites des vidéos gratuitement, vous investissez dans votre communication, mais vous le faites et c'est très bien. Et donc ça m'a donné en fait le courage de continuer et de ces professeurs. On est passé à 10, on est passé à 15. Aujourd'hui, nous avons 65 professeurs, 3 grands centres de Plateau, Marcory et Yopougon. Bini démarre son activité avec une cinquantaine d'abonnés inscrits. Aujourd'hui, elle est suivie par plus de 200 000 followers. En 4 ans, elle a contribué à former plus de 15 000 apprenants à la pratique de l'anglais via le web. Moi, j'aime dire aux gens que si tu ne demandes pas aux gens ce que tu sais faire, personne ne t'aidera. Donc, être sur les réseaux sociaux, avoir une certaine constance dans un domaine bien spécifique, même si tu ne sais pas où tu vas, l'audience, en fait, va t'aider à découvrir ta propre personnalité. À travers des vidéos sur ses comptes, Bini communique entre mots nouveaux et expressions courantes, sa passion à ses apprenants. Non loin d'elle, à Cocody Centre, Karine Oulaté, consultante en communication digitale. Elle incarne la geek ivoirienne. Ancienne sportive, le digital s'est livré à elle sur un plateau d'or. J'avais fait un accident sportif, donc j'étais en convalescence et avec les médicaments, je souffrais d'insomnie il y a un peu plus de 10 ans. Et un soir, dans un reportage, il parlait des nouveaux métiers et il y avait le métier du digital. C'est la première fois que j'entendais parler et c'est comme si c'était un flash. Dès que j'ai vu, je me suis dit, ben voilà, c'est ce que je veux faire. Avec plus de 10 années d'expérience, Karine est une entrepreneure passionnée de technologie. Elle est créatrice de contenu web qui traite de sujets authentiques et variés. Le digital m'a permis d'être connue dans le monde entier, en étant depuis la Côte d'Ivoire à exercer ici. C'est ça une des forces du digital en fait. Donc avec un moindre coût, peu de moyens, on peut signer des partenariats avec le monde entier. Son expertise, Karine la met au service de diverses entreprises et institutions. Une autre jeune femme qui se démarque dans la maroquinerie de luxe, Alice Nyakpa. Avec 206 000 abonnés sur Facebook,
Elle a réussi à implanter sa marque de sac à main. J'ai ressenti de façon naturelle que l'audience que j'avais sur les réseaux sociaux, par mon compte Facebook et Instagram, pouvait me servir à commercialiser mes produits. Voilà, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui me suivaient et je me suis dit pourquoi ne pas proposer à ces personnes-là mes services. La chef d'entreprise ne jure que par Internet. On s'est fait connaître de par le numérique, on a nos clients de par le numérique, donc le numérique a une grosse place, quoi. Le web a permis à Alice d'ouvrir 3 boutiques physiques, dont 2 à Abidjan et une de façon saisonnière sur les Champs-Élysées à Paris. Ici en Côte d'Ivoire, une pépite du numérique prend son envol. Makani Touré, Miss 2.0 édition 2022. Makani développe un projet novateur dans le domaine agricole. Il s'agit de l'agriculture de précision. C'est le traitement des plantes, mais de façon très précise. Disons que j'ai une plantation, je peux utiliser un drone qui va analyser toute ma plantation, découvrir la zone précise à problème et le traitement précis nécessaire à cette zone-là. Pour être à ce niveau, la jeune dame a usé de l'innovation technologique et le résultat est surprenant. J'ai pu m'imposer par le digital grâce à l'aspect innovatif de mon projet. L'agriculture de précision n'est pas un domaine très connu. Donc dès qu'on le dit, c'est quelque chose qui suscite l'intérêt. De l'apprentissage en ligne à l'activisme numérique, en passant par l'expansion rapide des emplois de la technologie si bien rémunérés, le digital crée des opportunités sans précédent pour l'autonomisation des femmes et des filles. Bini, Karine, Alice et Makani sont toutes unanimes. Il faut que la gente féminine prenne une part active dans ce milieu. Mais un préalable important, la formation. En parlant de formation, des programmes taillés sur mesure pour les femmes et les filles ivoiriennes sont mis sur pied par de jeunes entrepreneurs. Jean-Patrick Eouman, architecte logiciel et entrepreneur digital, a rendez-vous avec l'une des promotions de femmes qu'il manage. Ce matin, un cours sur l'intelligence artificielle. Allez sur telle plateforme, créer un compte, payer les $10. Jean-Patrick fait la démonstration d'un logiciel capable d'aider les femmes à créer leur entreprise via le numérique. Connecté, on a la possibilité de faire certaines choses. S'amuser, ce qui ne devrait pas être la priorité pour la plupart d'entre nous, mais créer de la valeur, se connecter avec les autres et éventuellement utiliser cet outil-là pour le développement de notre carrière ou de notre business. Grâce à son programme de formation en développement de compétences informatiques pour femmes dénommé Chiz de Code, Jean-Patrick Eouman a formé plus de 15 000 femmes ivoiriennes, dont 1300 diplômés. Une façon de contribuer à l'inclusion des femmes dans le digital. Au cours de la dernière décennie, l'exclusion des femmes du monde numérique a entraîné une réduction du PIB des pays à revenus faibles et intermédiaires de 620 356 milliards de francs CFA selon ONU Femmes. Alors, Bini Sissé, Karine Oulaté, Alice Nyakpa et Makani Touré, ces femmes digitales sont-elles militantes? Pas nécessairement. Elles sont juste convaincues que le web, ce n'est pas que pour les hommes. Zoom sur ces femmes qui explosent dans le numérique. Un grand reportage de Sephora Zegui, Arnaud Kofi et Joël Gomez. Il y a du sport dans cette édition. Le prochain match des éléphants dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2023 aura lieu le 24 mars à venir et ce sera contre les Comores. Le Comité national de soutien aux éléphants se prépare pour l'événement. Le président du comité vient de présenter son plan d'action de mobilisation aux dirigeants de la Fédération ivoirienne de football. Jean-Sylvain Esso, RTI Sport. Julien Adonis Kouadio, président du CNSE, a remis au président de la Fédération ivoirienne de football, Yacine Idriss Diallo, son plan d'action quant à la mobilisation en prélude au match de la Côte d'Ivoire contre les Comores, prévu le 24 mars 2023 au stade de la Paix de Bouaké, dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2023. Ce plan d'action vise la mise en place d'un village CAN. Le CNSE veut démontrer à l'opinion nationale et internationale ce que sera l'ambiance dans nos différentes villes durant la CAN 2023. Nous affûtons nos armes pour la CAN. Et partout où nous passerons, justement, nous allons installer des comités locaux du CNSE qui vont continuer les actions de mobilisation, qui vont continuer les actions du CNSE pendant la CAN. Le président de la FIF, Yacine Idriss Diallo, qui a officiellement reçu son écharpe de supporter, a salué l'initiative du CNSE. Vous savez pouvoir compter sur la disponibilité
de la fédération, de son comité exécutif, de tous les membres de la fédération. Et nous aussi, on sait pouvoir compter sur votre engagement et sur votre dynamisme pour nous accompagner ce 24 dans le match important, qui sera un match capital pour nous parce que c'est l'inauguration du stade de Bouaké. On a inauguré Yamoussoukro avec une victoire. On doit inaugurer Bouaké avec une victoire. Ça doit se faire comme ça. Gagner le pari de la mobilisation de la CAN 2023, tel est le leitmotiv du CNSE qui a consolidé son projet autour du thème « En route pour la CAN 2023 » avec pour slogan « Ensemble avec les éléphants pour la victoire ». Une victoire que nous attendons, bien sûr. Au Mali, le référendum constitutionnel prévu le 19 mars prochain est reporté. Il s'agit d'un léger report, précise le porte-parole du gouvernement de transition qu'il a annoncé hier vendredi. On ne sait pas encore quand se tiendra le scrutin, mais le gouvernement assure que la date de la fin de la transition, fixée à février 2024, dans un peu moins d'un an, sera respectée. Techniquement, le report du référendum était inévitable. Quasiment aucune disposition n'a été prise sur le terrain pour son organisation le 19 mars. Et en annonçant le report, le porte-parole du gouvernement malien a d'ailleurs affirmé qu'il était nécessaire de mettre à jour la nouvelle carte administrative du pays avant l'organisation du scrutin. Fin de cette édition. Merci de votre confiance et à demain pour le grand journal du dimanche.